Aujourd'hui, mon invité est absolument un méga passionné fan d'hockey. Je suis avec Marco Normandin, rédacteur en chef du site Absolument Fan. Oui, salut JT, ça va bien? Ça va super bien. Merci beaucoup de t'être déplacé de la Repentigny, Mascouche. J'habite dans le coin de Joliette, là, aux alentours de. Fait que tout ce coin-là, c'est un gros hub de blogueurs d'hockey. Le Truman est dans ce coin-là. Marc Ouimet de HL Media est là-bas aussi. Ah, tu vois, je savais pas, il était où exactement? Ouais, je pense qu'il est dans ce coin-là. OK. Aujourd'hui, je vais vouloir parler de ta carrière et de ton parcours d'Absolument Fan, mais juste avant, je le sais que mes auditeurs, mes puck junkies, ont toujours besoin de leur dose intense de nouvelles opinions, hot takes sur le Canadien de Montréal. Puis il y a beaucoup de trucs que tu dis dans ton podcast, le Poolcast, que je suis toujours d'accord. Fait que j'ai juste validé avec toi si ma vision puis mes opinions font du sens. All right. Première chose, j'ai été un imbécile d'induire tous mes auditeurs de parier sur Demidov comme recrue de l'année parce que le trophée Calder cette année, il s'en va à Matthew Schaefer. Ouais, c'est clair. Là. Son nom est déjà sur le trophée. Mais ceci dit, t'es pas imbécile pour autant parce que, je veux dire, avant le début de la saison, Demidov, c'était le choix clair parce qu'un attaquant, c'est plus difficile pour un défenseur d'aller chercher le Calder. Fait que ça aurait été plus simple pour Demidov. Puis, ben, le hype était là. Puis, je veux dire, le talent, on l'a vu là, l'an passé. Là, fait que c'était pas... C'était pas une longue shot d'y aller avec Demidov. Fait que non, tu peux bien dormir. Là. OK, merci pour ton réconfort. Long shot, est-ce qu'on peut considérer Matthew Schaefer pour le Norris aussi? Non, pas cette année, mais c'est incroyable ce qu'il fait par contre. Là. Je veux dire, on s'entend que pour battre Cale Makar, faut vraiment que tu t'approches les 100 points. Là. Mais ceci dit, à 18 ans, c'est incroyable. Il va battre le record des buts de toute l'histoire de la Ligue nationale à 18 ans. C'est incroyable. Un défenseur. Puis je regrette qu'on ne l'ait pas invité avec Team Canada là, quand je voyais Drew Doughty qui avait de la misère à avancer. Là. En fait, Drew Doughty, on le voyait l'an passé au championnat des 4 nations. Ça allait déjà vite pour lui. Il avait une saison horrible. On l'a quand même amené avec Team Canada pour son leadership, comme si on avait besoin de leadership. Et un Matthew Schaefer aurait aidé, surtout avec la blessure de Josh Morrissey en plus. Hein. 100%. Mais tu sais, on parle de Cale Makar, on parle de Matthew Schaefer. Bon, Lane Hutton, on le connaît. Qui d'autre peut gagner le Norris cette année? Ben, il y a Zach Werenski qui a une grosse saison. Lane Hutton, évidemment. Mais je crois que Cale Makar est encore... il y a beaucoup... C'est beaucoup un trophée de réputation aussi, le Norris. Là. Fait que pour battre le Top Gun, il faut vraiment que tu aies une grosse saison. Quinn Hughes a une grosse saison aussi, mais tu sais, Makar a quand même ça reste des votes là, des dirigeants. Fait qu'il faut vraiment que tu aies une saison exceptionnelle là, pour le battre. Mais je pense que un Lane Hutton, justement, là, met son nom vraiment. Là, je pense qu'il va être dans les nominés, probablement. Là. Donc, une fois que tu es dans les nominés, là, ça devient plus réaliste là, de gagner après, d'après moi. Là. OK. Premier trio du Canadien. Moi, je sens souvent le pouls des fans du Canadien après les matchs au Centre Bell. Kirby Dach, il n'y a pas rapport sur le premier trio. J'ai rien contre le gars, mais ça n'a pas rapport. Puis mon analyse, c'est le Canadien de Montréal le met là parce qu'ils veulent tout faire pour lui donner une chance d'avoir une 8e vie puis de se revigorer puis d'augmenter sa valeur. Mais Kirby Dach, le jour que le Canadien va gagner la Coupe Stanley, Kirby Dach ne sera pas dans l'alignement. Ben, je serais surpris, honnêtement. Mais présentement, par contre, je dois dire que depuis son retour, je suis agréablement surpris de ce qu'il donne pour l'instant. On s'entend, c'est court là, comme temps, mais avant sa blessure, c'était une machine à turnover. Moi, il me faisait capoter. Là. Mais je pense que c'est Max Truman, justement, dans un de vos podcasts, qui disait que le Canadien aimerait l'échanger. C'est-tu pour le mettre en vitrine? C'est-tu, on le met là à défaut d'avoir mieux? Il y a peut-être un petit peu des deux, mais écoute, c'est un gros bonhomme. C'est le genre de joueur qui a justement 9 vies, là, parce que un gros bonhomme, des choix de première ronde, haut choix de première ronde, des aptitudes offensives, il va toujours te trouver preneur. On va toujours essayer. Tu veux pas être l'équipe qui le laisse aller puis qui explose ailleurs, puis t'es comme, on avait juste besoin d'être patient un peu. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est sa dernière année de contrat, devient RFA. Fait que je pense qu'on essaye de voir ce qu'on a entre les mains, vu qu'il est tellement manqué de match à cause de blessures. Moi, je pense que c'est un mix de tout ça. Là. OK. C'est un sujet non dévoilé partout, mais ça, c'est une hypothèse. Là. Une des priorités du Canadien de Montréal, c'est d'aller chercher un vrai bon gardien de but.
est-ce que je rêve en couleur de croire que Yossi Saros des Preds serait une bonne chose pour le Canadien de Montréal? Moi, j'y crois pas. C'est de la spéculation de ta part. Moi, c'est dans mon lit le soir quand je fais de l'insomnie, je pense à ça. Là. Je crois pas que ça serait faisable. Ça reste un petit gardien aussi, Saros. C'est un. Tu sais, je veux dire, en termes de. Il a prouvé que c'est un vrai bon gardien numéro 1 de la Ligue nationale. Ceci dit, en termes de workload, en série, il n'a jamais amené son équipe loin. C'est parce qu'il s'essouffle, parce que c'est un petit gardien. Puis il y a un gros contrat quand même, signé plusieurs saisons. Tu as Jacob Fowler qui s'en vient. Je vois pas les Preds l'échanger après avoir échangé Askarov, qui l'ont échangé parce qu'ils ont signé Saros. Pour moi, ça fait pas tant de sens. Puis ils vont demander un gros prix pour l'échanger. Je vois pas le Canadien overpayer pour un gardien. Mettons, tu m'aurais dit un Bennington contre, exemple, je pense que c'est qui disait ça? Sûrement un gars de BPM. Non, c'était ce Sick Podcast à Pierre Maguire qui disait Montembeault plus un first contre Bennington, je le ferais. C'est pour ça qu'il ne travaille plus pour aucune équipe de la Ligue nationale de hockey. En fait, Bennington a prouvé que c'est un gamer. Oui. Si, mettons, tu vas le chercher, je dis pas que je le ferais nécessairement, mais j'y penserais. Tu vas le chercher pour les séries. Il reste une autre année de contrat. Ça donne du temps à Jacob Fowler de s'en venir. Et l'Est est wide open cette année. Pourquoi pas? Pendant qu'on parle de gardien de but, je regardais les stats des Oilers d'Edmonton récemment. Le Tristan Jarry, je pense qu'il y a une moyenne de but allouée de comme 3,33. Il montrait des séquences ce matin à TSN de les goalers qui sont rendus complètement déboussolés à gauche et à droite. Les Oilers, ils se rendent pas à la Coupe cette année. Mais c'est ridicule. Moi, j'en ai parlé longtemps avant l'échange au Poolcast, justement. Il y avait des rumeurs que les Oilers s'intéressaient à Tristan Jarry. J'étais comme, le gars est toujours blessé. Rien prouvé en série. Je pense qu'il y a 6 games de playoff en carrière. L'an passé, il était démote dans les mineurs. Je disais, c'est pas un upgrade sur Stuart Skinner. En plus, tu ajoutes Brett Kulak et un second. Je disais, puis en plus, Jarry, il y a un contrat l'an prochain. C'est une catastrophe, cet échange-là. Rendu là, garde Skinner, puis essaie de. Moi, avoir été les Oilers, j'aurais gagné pour Bennington. Ça te prend un gamer. Ce qui leur manque, c'est un gamer en série. J'aurais tout fait pour essayer d'aller chercher Bennington. Mais là, tu sais, ils ont ajouté à leur masse. Ils ont un contrat pour l'an prochain. Puis en plus, ils ont overpayé pour. Tu sais, les Pingouins, ils ont flippé Kulak après. Ils ont eu un profit sur Kulak. C'est une catastrophe de A à Z, ce trade-là. Là, ils sont pris avec. Moi, je pense que, je l'avais dit plus tôt dans un autre épisode, je pense que le trade que les Oilers ont manqué leur opportunité, c'est quand Jake Allen était disponible. Ouais. Quand ils sont rentrés en playoff, s'il y avait eu Skinner puis Allen, Jake Allen. Il n'aurait pas coûté cher. C'est un bon vétéran. On le voit cette année. À New Jersey, il est en train de tasser Jacob Markstrom. Il fait la job. Pour le prix que ça aurait coûté, mettons, tu me donnes le choix entre lui et Jarry pour le prix pour les deux, 100%, là, je suis d'accord avec toi. C'est quoi ton pouls que tu as par rapport aux partisans du Canadien envers Juraj Slafkovský? Parce que j'ai comme l'impression qu'encore une fois, à Montréal, on ne voit pas toute la beauté de ce joueur-là. Moi, j'ai été pendant vraiment longtemps son plus gros dénigreur. Pas je l'haïssais, mais je le trouvais poche. Là. Je trouvais qu'il était slow, qu'il patinait pas bien. Là, maintenant, je suis rendu son plus grand fan parce qu'à un moment donné, je me dis, attends une minute, là, il a été first overall. Il est le meilleur joueur de son pays aux Jeux olympiques. Il n'était pas très bien entouré aux Olympiques. Là. Il n'y a pas grand-chose. Là. Puis il a été nommé sur l'équipe d'étoiles où genre les 3 meilleurs attaquants de tous les meilleurs des meilleurs. Il a été comparé. Attends, Jaromir Jagr s'est comparé à lui. Fait que moi, je crois maintenant que le jour que le Canadien de Montréal vont gagner la Coupe Stanley, le trophée Connie Smythe va être donné à Slav. Ben moi, je disais, à l'époque, le podcast, ça fait 2 ans qu'on roule. L'an passé, je me rappelle, on parlait de Slafkovský, puis il y avait des critiques. Là, il est slow, il y a des slumps, tout ça. Moi, je disais que Slafkovský, first, c'est un gros bonhomme, il faut être patient. C'est toujours plus long, les gros bonhommes. Mais je pense que la raison principale pour laquelle le Canadien l'a repêché, over Shane Wright, Logan Cooley, c'est pour les séries. En série, il va payer. Le gros bonhomme qui fait de la place aux autres. Mais on le voit déjà cette année, là, mais en série, là, c'est là que ça va payer. Là, sa première saison, il se faisait ramasser partout. Il était comme...
il avait l'air un peu désorienté sur la glace, mais il a vraiment fait les ajustements. Puis là, il se sert plus dans son corps. Puis je pense que c'est juste... Il fait juste commencer. Là. On voit la pointe de l'iceberg, là, d'après moi. Là. Je suis pas prêt à dire que ça va devenir un joueur de 100 points, mais ça va devenir un point per game steady, à mon avis. Là. Ouais. Assurément. Puis en playoff, je crois que Martin Saint-Louis, il n'aura pas le choix de le mettre ça à 1. Parce que, si tu vois, on va dire maintenant, les meilleurs défenseurs de la Ligue sont petits. Mm-hmm. Fait que là, quand tu mets Slav qui spark devant net, là, on ne se pognera pas contre le Wild en playoff parce qu'un défenseur comme Quinn Hughes, quand il y a Slav... Qui a tendance à disparaître en série. Ouais, d'ailleurs, avec mes pauvres Canucks. Ouais. Puis, tu sais, un Quinn Hughes face à Slav, il est pas capable de le tasser, là. Non. C'est un bloc de béton, là. C'est un monstre, là. C'est un des plus gros de la Ligue en grandeur et grosseur. Je pense que cette année, qu'il est encore dans le top 5 des plus pesants de la Ligue nationale. C'est un monstre, là. Ah, puis il va continuer, là. C'est un bébé, là. Il fait juste commencer, là. Parle-moi, tes Canucks, qu'est-ce que tu as pensé de leur move? L'an passé, mettons, les moves qu'ils ont fait, moi, je ne comprends pas. Le move avec Pittsburgh, là, je ne comprends pas. Mais ils ont été pognés. Ah, quand ils ont tradé les deux Pettersson? Ils ont été chercher Pettersson puis O'Connor, puis ils ont donné un mid-first pour ça. C'est deux joueurs que tu pouvais signer UFA à la fin de l'année. Ils ont payé un first. Ben moi, le pire move, je pense qu'ils ont fait, c'est le contrat qu'ils ont donné à Elias Pettersson. Ouais. Mais je pense que mon analyse, c'est Puis je pense que ça arrive souvent dans le monde du hockey. Il y a des dirigeants ou des coachs qui tombent en amour avec des joueurs. Puis moi, je pense que Alvin, il est en amour avec Pettersson, comme John Cooper à la Game de la médaille d'or, il est tombé en amour avec Celebrini puis McDavid. Puis il s'est dit, c'est eux. Fait que je pense que des fois, il y a un côté émotionnel. Puis peut-être que Pettersson, c'est un Européen. Puis avant les Canucks, il y avait les Sedin. Puis c'est la culture suédoise. Puis il veut build là-dessus. Mais on dirait que la magie. On souhaite McKenna parce que ça va être long, je pense. Ouais, mais tu sais, même McKenna, c'est-tu le generational player? Il n'a pas été dominant au championnat mondial junior. Non, mais là, il se place, par exemple. Ouais, depuis qu'il a cassé la gueule un gars dans un bar. Ouais. Mais tu vois, il a fait un match de 8 points après ça. C'est ridicule. Ah, t'es sérieux? Ouais. Ah, mais moi, je pense que comme... Mais t'as pas vu sa game de 8 points? Il y a un but, 7 passes dans son match. Puis le but qu'il a scoré, après le but, c'était pas longtemps après l'histoire de... Il a fait le move de McGregor. Ah oui, OK, c'était ça. Fresh. C'était cocky. Wow. C'était cocky. Parlant de cocky, Austin Matthews, parce qu'on spécial date limite des transactions aujourd'hui là, avec toi. Ouais. Austin Matthews, ça va vraiment pas bien à Toronto. Là, il reste 2 ans à son contrat. Ouais. Est-ce que les Leafs n'ont pas le choix de l'échanger? Ils peuvent pas se permettre de le perdre comme ils ont fait avec Marner. Puis je regarde la décision des Canucks. Ils ont dit, tu sais quoi, on va échanger Quinn Hughes tout de suite avant d'attendre l'année prochaine pour qu'on soit pogné à date limite des transactions. Mais je pense que Matthews, c'est un peu l'artisan de ses malheurs parce que contrairement à Suzuki et à plein d'autres joueurs dans la Ligue nationale, il n'y a pas budge sur ses demandes salariales. Il était comme moi, je ne prends pas de discount pour signer à Toronto. Il a signé un gros contrat, le plus gros contrat de la Ligue à l'époque. Puis ce que ça a fait, c'est après ça, tu avais Marner, tu avais Nylander, tu avais Tavares, puis toutes les autres ont suivi. Fait que tu sais, c'est impossible de gagner avec ce corps-là parce que justement, il n'y a aucun du corps qui a accepté. Ça prend ça maintenant dans la Ligue nationale. Il faut que ton leader accepte de prendre un peu moins pour justement gagner. Puis Matthews ne l'a pas fait. Puis il m'a pas l'air d'un gars qui va le faire quand il va devenir UFA. Fait que moi, si j'étais les Leafs, assurément, j'essaie de l'échanger avant la fin de son contrat. Mais il est tard. La fenêtre est complètement fermée à Toronto. Ah, les Leafs ne seront pas les playoffs. À mon avis, Matthews il va se ramasser. Il va aller jouer au Utah, il va aller jouer à LA, Anaheim. Genre de ville de même, là, que les Ducks sont en rebuild. Ouais. Mais même à ça, c'est-tu... D'ailleurs, LA, c'est pas un hasard s'ils ont signé, ils ont tradé pour Panarin. C'est pas un hasard s'ils l'ont signé 2 ans. Parce que dans 2 ans, le contrat de McDavid et Matthews prend fin. Fait qu'ils vont gonner pour ces 2 gars-là, c'est sûr, à mon avis. Là. Ouais, mais McDavid s'en vient à Montréal. Ça serait incroyable. Moi, j'y crois. Moi, je pense qu'il peut avoir cette opportunité-là. Ben, c'est sûr que le Canadien, à ce moment-là, la fenêtre va être wide open. On va être sexy comme équipe. On va avoir les pièces à donner aux Oilers pour l'échanger avant la fin de son contrat. Why not? C'est pour ça que moi, toutes les rumeurs impliquant le Canadien de Montréal cette année, puis les gens disent
Michael H. Hier, tu me parlais de Robert Thomas. Je pense que c'est Marco D'Amico qui a dit ça. Puis toutes les équipes vont demander Hage ou Zarovski. Exact. Mais dans 2 ans, quand un gars comme McDavid va être disponible, je pense pas que Austin Matthews viendra à Montréal, mais quand il va y avoir une couple de gros joueurs de disponibles, puis là, toi, dans ton équipe, que le Canadien va être quand même à maturité pour être un Cup contender, puis là, tu te dis, ouais, mais nous, dans notre line-up, on peut échanger peut-être Demidov, peut-être Zarovski, peut-être Michael Hayes, parce que sur ces 3 gars-là, on s'est vraiment énervé avec Demidov. Mais on ne sait pas ce qui va se passer avec Demidov. Il y a bien des choses qui peuvent se passer en 2 ans. Puis là, on va avoir trop de joueurs là, dans 2 ans. Fait que là, ça va être le fun. Là, ça va être qui qu'on échange pour aller chercher le gros morceau qui nous manque. Là, ça va être excitant. Ouais, puis tu sais, dans le gros morceau, on s'en est parlé hier, mais je suis quand même. Peut-être que la nuit t'a permis de réfléchir à ça. Tu sais, Ivan Demidov, c'est un joueur qui a signé un contrat avec les bâtons de hockey Warrior, porté casque, gants, bâton. Parce que Warrior développe un patin, leur première gamme de patins. Oui, j'avais même pas remarqué. Merci. Puis, ils font des patins avec New Balance. Ils ont tout build leur stratégie autour de Demidov pour vendre des patins. Puis là, Demidov commence à jouer avec des bâtons Bauer. Là, je me dis, c'est-tu que Demidov, quand lui, ça va être le temps de signer son contrat, lui, il va demander le max, puis il ne restera pas le moule. Fait que de l'autre côté, si le Canadien ont Hage puis Zarovski, on parle dans 2 ans, si on Hage et Zarovski qui ont un potentiel d'aller chercher, on va dire, 1 point par match, puis tu as Demidov qui, lui, pour X raison, comment son contrat est fait, le Canadien pense qu'il va demander 17 millions, mais peut-être que le Canadien vont dire, tu sais quoi, on va le trade? Moi, ça me fait peur un peu qu'il soit gourmand. Comme on parlait justement, tu sais, un Lane Hudson qui, eat, sleep, hockey, là, c'est que ça. Là. Fait que lui, tu sais, ça faisait du sens qu'il allait rentrer dans le moule puis qu'il ne demanderait pas trop puis qu'il prendrait un hometown discount. Mais Demidov, on dirait que, je sais pas, je me garde une petite réserve avant de... Quand on ait le temps de négocier. Puis par rapport à ses bâtons, tout ça, je me demande si c'est parce qu'il est mal conseillé, tu penses? C'est parce qu'il comprend pas le... Tu sais, je peux pas croire que son agent, il le conseille pas là-dessus de... Hey, ça, c'est un move whack un peu, là. Mais tu sais, il y a quelqu'un dans l'entourage de Demidov. On a vu ses chandails. Avec ses chandails et ça commence à faire une couple d'affaires, là, que... Puis c'est weird, hein, pareil, on met tellement les joueurs sur des piédestals que tu te dis, ben voyons donc, tu sais, il acceptera jamais de faire ça. Ouais. Puis là, tu vois ça, puis t'es comme... C'est ça, puis on dirait qu'il a comme tout accepté Ashton, il était un peu partout, là, puis je suis comme... C'est ça, il me donne l'impression qu'il est greedy, puis il veut de l'argent rapidement. Là. Fait que c'est pour ça que je me garde un petit gêne avant de dire, c'est sûr, il va rentrer dans le moule, il va accepter moins lui aussi. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est vraiment, vraiment intriguant. Puis sinon, pour la date limite des transactions, il y a des années qu'on capotait. Là, je sais que tu as ton chat Facebook en temps réel. Ouais. C'est quoi ton feeling pour ce qui s'en vient cette semaine? Ça va être une belle semaine ou ça va être une semaine plate à mort? Dans la Ligue nationale ou le Canadien, ça veut dire? Les deux. Dans la Ligue nationale, je pense que ça va... là, présentement, ce qui retient le marché, de ce que je comprends, c'est Vincent Trocheck. Le marché des centres, en tout cas. Tout le monde attend de voir où est-ce qu'il va être échangé parce que c'est sûr qu'il va être échangé. Tout le monde attend de voir où est-ce qu'il va être échangé pour qu'après ça, les Kadri, il y a Robert Thomas qui, de plus en plus, son nom circule. C'est ça. Je pense qu'à partir du moment où Trocheck va partir, là, les autres centres vont partir aussi. Les défenseurs, ça aussi, comme... mais là, tranquillement, là, je pense que les derniers jours, on a vu des équipes qui ont slidé. Exemple, les Leafs, les Panthers qui espéraient toujours faire une run pour les séries. Là, il y a comme plus de vendeurs soudainement. Fait que là, je pense que les prix étaient extrêmement chers. Fait que là, je pense que les prix vont se réguler un peu. Puis là, tu sais, ça va commencer à se faire les transactions, mais je ne m'attends pas à un trade deadline spectaculaire. À part Robert Thomas, si lui parle, ça va être un gros deal. Les Blues demandent beaucoup pour lui. Ça va être spectaculaire comme deal. Sinon... c'est quoi? C'est Dallas qui va overpay? C'est New Jersey? Ben, ce qu'on entend dans les rumeurs, il y a Utah et Détroit qui seraient très agressifs. Puis Caroline aussi, qui sont les 3 équipes les plus agressives pour essayer de faire un home run. Fait que ça serait les 3 équipes que je surveillerais. Canadien, pour ce qui est du Canadien, moi, je m'attends à ce que Kent Hughes je pense pas qu'il... Kent Hughes a dit qu'il était prêt à overpayer pour le bon joueur. Robert Thomas, ça pourrait être il pourrait cocher toutes les cases parce qu'il est 26 ans, signé à long terme,
pas cher comme contrat, 8,125. C'est débile qu'on dit pas cher à 8 millions. Ouais, non, c'est ça, mais maintenant, la nouvelle réalité, c'est ça, parce que la masse augmente, puis il va continuer d'augmenter. Fait qu'à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Fait qu'il cocherait toutes les cases, mais je ne sais pas à quel point Hughes va se garrocher là-dessus. Sinon, si c'est pas un gars comme Thomas, je pense qu'il va juste y aller avec des joueurs de profondeur. Il est comme dans une situation où il n'y a pas besoin. La fenêtre n'est pas encore complètement ouverte. L'Est est wide open. Fait que, tu sais, juste de rentrer en série, aller chercher un défenseur de profondeur, peut-être un ailier du grit ou un centre, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, quelque chose pour améliorer un peu. Mais tu sais, tu as New York qui s'en vient aussi. Ouais. Fait que, tu sais, juste patcher les trous ici et là, juste pour essayer de passer la première ronde. Je pense que c'est plus ça le plan, à mon avis, là. Fait que je m'attends pas à un gros home run du Canadien, là. L'an prochain, par contre, cet été et l'an prochain, je pense que c'est là que la fenêtre va s'ouvrir. Ouais, moi, je pense que le Canadien va devenir plus actif dans 2 ans, quand on va avoir vu jouer Michael Age. Parce que là, Michael Age, moi, j'ai quand même gagé dessus. C'est Michael Age qui pourrait venir à la fin de l'année et nous aider en série potentiellement. Là. Ouais, fait que ça peut devenir le fun. Là. Puis, s'il commence l'année prochaine, et s'il fait le camp, puis il fait le club l'année prochaine pour Michael Age, là, ça change vraiment le visage du Canadien. Moi, je disais justement aussi, quand on parlait de Michael Age au Poolcast, je disais que j'étais prêt à sacrifier dans un deal où on va chercher un Crosby. Ouais. Moi, je pensais que ça allait être ça. Crosby, oui, tu le donnes, Michael Age. Mais advenant le cas où Crosby n'est pas disponible, ce qui est le cas, j'aime mieux attendre de voir qu'est-ce qu'on a entre les mains. Parce que là, il arrache tout, le présentement. Ouais, il continue, il est sur une bonne séquence. Ouais, fait que là, tu sais, je suis comme. Ouais, c'est quoi ses stats? Mais juste j'ai pas ses stats par cœur, je veux pas c'est dire n'importe quoi, mais il y a vraiment une bonne saison. Il s'en pas de blessure. Potentiellement le O.B. Baker. Puis, tu sais, je veux dire, il y a vraiment, tu sais, je veux dire, il est dans la conversation. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, on a peut-être quelque chose entre les mains. Fait que voyons voir. Puis, tu sais, il va juste prendre de la valeur. Fait que, tu sais, mettons, l'an prochain, à pareille date, un Michael Age va valoir encore plus que cette année, à mon avis. Fait que, pourquoi le sacrifier maintenant quand la fenêtre n'est pas ouverte de toute façon? Ouais, attends, si Hage gagne le Robbie Baker, Caulfield a gagné. Hudson, as-tu gagné aussi? Non, je pense pas qu'il a gagné. Il l'a pas gagné parce que j'étais comme on se ramassera dans le club avec genre 3 gagnants du trophée Baker. Je pense pas qu'il va le gagner nécessairement, mais il est dans la conversation, ce qui est quand même un exploit. Là. OK. Avant d'aller dans ton parcours professionnel, ma dernière question, parce que je sais que tu es un passionné de pool d'hockey. Fait que c'est sûr que tu fais des brackets. Cette année, c'est qui les 5 joueurs qui vont être le plus performants en séries éliminatoires? Puis c'est qui les 2 clubs que tu vois en finale de la Coupe Stanley? Ben, mettons, si tu fais un pool de série, tu n'as pas le choix d'y aller avec l'Avalanche, un McKinnon qui est une bête en série, qui est une bête tout court, mais en série particulièrement. C'est ça, un McKinnon, Makar, tu ne te trompes pas. Je pense que l'Avalanche vont faire une bonne run. En finale, par contre, j'avais Dallas. Je trouve que Dallas ont vraiment une équipe complète. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses. Je pense qu'ils vont faire un push au deadline pour s'améliorer encore. Moi, en début de saison, j'avais Dallas-Caroline en finale. Je vais maintenir ça. Dans l'Est, c'est un peu plus. Tu sais, Tampa sont impressionnants. Julien Brisebois fait toujours un move spectaculaire au deadline. Je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose. Mais oui, Dallas, je pense qu'il pourrait surprendre dans l'Ouest quand tout le monde voit le Colorado, là, parce que Colorado a une grosse saison. Je pense que Dallas sont bien bâtis pour les séries. Mais on s'entend que dans les conspirationnistes que le sport est arrangé, la Ligue nationale de hockey ne veut pas une finale de la Coupe Stanley Caroline-Dallas. On s'entend-tu que les ratings au Canada, y a-tu quelque chose de moins sexy que Hurricane Star au niveau du branding, là, pas au niveau des joueurs sur la glace, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de talent, mais je le sais pas, moi, si le 16 juin, je suis en dedans chez nous à checker Game 4. Tu fais-tu partie des conspirationnistes? Je commence à faire un peu partie des conspirationnistes dans la NFL. Hockey, pas au hockey, mais dans la NFL. Mais pas nécessairement, mais le fait que maintenant la Ligue s'est transformée en une entertainment et non une ligue de sport. Puis il y a tous les compagnies de paris sportifs. Puis il y a tellement d'argent qui sont mis, qui est investi. Puis il y a tellement de joueurs qui se font pogner. Dis-toi ça, là, il y a quasiment à chaque semaine,
il y a un joueur professionnel qui se fait pogner à faire des affaires de paris. Mhm. Ça, c'est les gars qui se font pogner. Là. Ouais, exact. C'est pas ceux qui se font pas pognés. Fait qu'il y a comme quelque chose je pense pas qu'il y a dessus comme un agenda en haut de tout ça que Gary Bettman, il s'assoit. On va dire Roger Goodell, il s'assoit, mais... Moi, j'ai jamais vraiment eu de doute, mais je vais dire le moment qui m'a convaincu que... Ben non, il n'y en a pas de conspiration. C'est, tu sais, mettons la loterie à chaque année, tout le monde dit ça a arrangé, Gary Bettman. Tu sais, l'année d'Austin Matthews, je sais pas si tu t'en rappelles, les Coyotes de l'Arizona, Austin Matthews vient de là. Ouais. C'est un gars de Glendale, je pense. Puis il vient de là, ça a arrêté. La franchise était en train de mourir. Ça a arrêté la superstar qui a sauvé la franchise. Les Coyotes étaient dans la loterie. Ils ont non seulement, tu sais, je veux dire, si c'était le moindrement arrangé, c'est sûr qu'ils s'en allaient là. Si, mettons, la Ligue nationale, parce qu'on s'entend, Gary Bettman a fighté je ne sais pas combien d'années pour les garder sur le respirateur artificiel. Il était la propriété de la Ligue à un moment donné, c'était ridicule. Puis, si, mettons, c'était le moindrement arrangé, ils s'en allaient là, c'est sûr. Gary Bettman, la Ligue nationale, ça serait arrangé pour qu'il aille là. Non seulement ils n'ont pas gagné, ils ont reculé à cause du tirage de la loterie. Fait que je suis comme... Viens me dire que c'est arrangé après ça. C'est pas arrangé. Là. Je veux dire, c'est le hasard. Puis, parce que c'est vrai que dans la NBA, on se souvient à l'époque, la loterie arrangée, c'était déjà arrivé. Ah ouais? Ouais, je pense que c'était Patrick Ewing à l'époque qui était sorti à New York. Je pense que il y avait... la vidéo est disponible sur YouTube, on peut le voir. Là. Je pense que c'était boboche, là, honnêtement. C'était dans les débuts des loteries. C'était un gros bol avec des cartons gros de même, des enveloppes grosses de même, qui mettaient, mettons, il y avait, je sais pas, 3-4 enveloppes dans le bol, puis tu vois que l'enveloppe gagnante des Knicks, le coin est plié. Fait que là, celui qui tire l'enveloppe prend l'enveloppe pliée, puis tu t'es comme... Le monde, c'est comme, ben oui. Puis à l'époque, je suis pas le basket, je peux pas commenter là-dessus, mais à l'époque, c'était comme, il y avait besoin d'un Patrick Ewing, puis c'était comme, ça a comme sauvé la franchise, puis tout ça. Puis il y avait comme des rumeurs que l'enveloppe avait été mise dans un frigo avant, elle était froide, c'était l'enveloppe froide. Fait que c'était comme, apparemment, ça, c'était clair conspiracy, là, ouais. Fait que tu es vraiment dur avec moi que tu viens de me faire passer deux émotions extrêmes. Les conspirations, ils n'ont pas rapport. Non. Mais t'es je comme, pense pas que... mais ça existe. Mais en fait, la manière que la Ligue nationale le fait, je veux dire, c'est super régulé. Il y a des... Ouais. Je veux dire, c'est surveillé par les autres. Puis aussi, tu sais, mettons, quelqu'un qui est conspirationniste par rapport aux loteries, je suis comme... Explique-moi comment toutes les autres équipes, les autres franchises de la Ligue nationale vont accepter de, ben oui, on va laisser le superstar, le McDavid, le McKenna, aller dans une franchise concurrente. Ben oui, pas de problème. On dira, personne ne va dire, tu sais, je veux dire, t'organises un surprise party à ta blonde, t'as de la misère à 5 personnes gardent le secret. Imagine dans une histoire de la Ligue nationale comme ça, c'est impossible. Ça tient pas la route. Ah, OK, t'as 100% raison. Puis tu sais, même aussi, on aime beaucoup créer des storylines de le joueur, il vient de telle ville, fait qu'il va se faire repêcher par lui. Hier, je regardais sur Amazon Prime, ils ont fait deux petits épisodes sur le draft de cette année. Mm-hmm. Puis t'as comme James Hagan qui venait de Long Island. Puis il y a son frère qui dit « Oh mon Dieu, les Islanders, ils trade, ils vont peut-être aller le chercher. Mm-hmm. Ils ont essayé d'ailleurs, ils ont vraiment essayé fort. Ouais, tu vois le call de Mathieu Dash. Ils ont comme essayé, mais tu sais, finalement, comme les Bruins sont comme... Les Bruins vont pas faire genre, tu sais quoi, t'es un hometown boy de Long Island, on va laisser les Islanders de drafter. Ils sont comme, non, man, t'étais à Boston College, tu t'en viens jouer à Boston, puis that's it. OK. Ta carrière, Marco, Très quel âge? éclectique. T'as-tu la même âge que moi? T'es dans 45. T'as 45, OK. Fait que t'es un 80... 80. Fait que t'es né où? Tu viens de où? Moi, j'ai un Shawinigan. Oh, ouais. Ouais. T'es-tu un fan des Cataractes? Oui, ben, à l'époque, oui. C'était l'équipe junior de la place. J'allais voir les Cataractes, tout ça. J'ai une carrière très éclectique. J'ai toujours été un passionné de hockey. Quand j'étais jeune, j'étais passionné de hockey et de baseball égal. Je capotais sur les deux. À le pratiquer ou à le suivre? Les deux. Okay. Les deux. Puis à la vente des expos, comme bien du monde, j'ai décroché complètement. Ouais. Puis j'ai complètement décroché. Fait que j'ai juste gardé le hockey. C'est ça, j'ai toujours été un passionné. Je voulais aller étudier en journaliste sportif. Mais quand est venu le temps de faire le move, c'était à Jonquière que ça se donnait, les cours. C'était seulement à Jonquière.
Puis c'était à l'époque où les joueurs journalistes, là, ça commençait, là, les anciens joueurs qui avaient des jobs à TV et radio. Puis j'étais comme, tu sais, je vais aller faire mon cours là-bas, je vais revenir, il n'y aura pas de job, parce que c'est tous les joueurs, les chummies, puis tout ça. J'étais très désabusé par ça, puis j'étais comme, je sais pas. Puis finalement, j'ai pas fait le move. Puis j'étais allé étudier en gestion hôtelière. Oh, qui n'a rien à voir. Je suis sorti de là. Puis après ça, je suis revenu. Après avoir étudié en gestion hôtelière, j'ai travaillé un petit peu là-dedans. Puis là, j'ai réalisé, si je veux une famille plus tard, tout ça, on s'entend en hôtellerie, tu travailles jour, soir, fin de semaine, les fêtes. Puis tu étais à Shawinigan, fait que tu avais comme 22 ans. J'étais allé à Mont-Tremblant, travailler 2 ans à Mont-Tremblant. Oh, mais tu as dû avoir du fun, moi. Ouais, c'était cool. C'était à mes 18 ans. Là, OK, ouais. Je faisais du pouce pour aller à la montagne comme tout le monde là-bas. Là. OK, nice. Puis, c'était une belle expérience de vie. Fait que tu tenais à Diable ou au Petit Caribou. Oui, j'ai tout vécu ça. Puis après ça, c'est ça. Je suis revenu à Shawinigan. Puis j'ai réalisé que c'est ça, si je voulais avoir une famille plus tard, tout ça, l'hôtellerie, c'était peut-être pas tant mon domaine. Puis j'ai été engagé pour le gouvernement du Canada à Shawinigan, qui est comme la grosse job à Shawinigan. J'ai comme fait un 5-6 ans là-bas. Comme un fonctionnaire qui répondait. Un fonctionnaire, le classique. Puis je voulais mourir dans un cubicule 9 à 5, c'était pas pour moi. J'ai trouvé l'amour à Montréal par hasard. Tout lâché ça, déménagé à Montréal. Wow! Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai été engagé dans une firme d'avocats qui à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, c'était la plus grosse firme d'avocats au Canada. C'était Norton Rose. Ouais, J'ai travaillé là-bas en gestion de brevets internationaux. C'était super trippant. Complètement une autre affaire, complètement. Puis pendant que je travaillais là, tout ce temps-là, j'ai toujours continué à écrire des articles de hockey. Tu les écrivais où, genre sur des. Il y avait. Genre HF Board, c'était un HF Board. Il y avait un site qui s'appelait Hockey Trade Rumors à l'époque, qui était un semi-forum, un forum. Genre Hockey Buzz. C'était des articles, mais tu pouvais commenter, mais c'était sur un espèce de forum. Puis il y avait un autre site qui s'appelait Inside Hockey aussi, qui était américain, qui m'avait semi-engagé. C'était plus pour l'exposure. Je n'étais pas payé. Je le faisais vraiment par passion. Puis, c'est ça. À temps perdu, j'écrivais des articles. Je donnais mes opinions, puis tout ça. Puis, tout ce temps-là, quand j'étais justement à Norton Rose, à un moment donné, c'est drôle parce qu'il y a Absolument Fan qui, à cette époque-là, c'était le Far West. Là, les sites commençaient. Là, 25 cette année était là, dans les coulisses Absolument Fan, puis tout ça. Puis c'était vraiment du clickbait. Puis il y avait beaucoup d'argent à faire à l'époque. Là, moi, je me souviens, un des articles marquants pendant le trade deadline, c'était Marc Bergevin est allé chercher un gros marqueur. Ça, c'est moi qui l'avais fait. mais par contre, je l'avais fait en joke avec ma page Définitivement Pierre, qui était une page... C'est toi, ça? Oui, c'est moi. No way! Ouais. Ça, c'est une bonne page. Elle est bonne, cette page-là. Ben, merci. T'arroules plus, là? Ben, en fait, je me suis fait hacker ma page il y a quelques années, puis j'étais comme, je recommence à zéro. Je l'ai reparti, mais je suis moins actif dessus. Là. Mais oui, à l'époque, j'avais fait... je m'étais fait un site juste pour le fun, puis j'avais fait comme en gag, là, un espèce de clickbait joke, là, puis bref, un gros marqueur, puis c'était un marqueur... bref, puis c'est ça. Puis Absolument Fan, à l'époque, c'était vraiment du clickbait, puis c'était cheap, puis c'était poche, puis j'arrêtais pas de commenter, puis j'étais comme, vous êtes mauvais, c'est de la merde. Puis je le faisais humoristiquement aussi, puis tout ça. Fait que t'étais un hater d'eux autres. J'étais un hater. Parce que ça me faisait capoter, puis j'aimais pas ça, le clickbait, tout ça. Puis Philippe Bastos, qui est... le gars qui, eux, ça s'appelait FanWeb au début. FanWeb à l'époque. Philippe Bastos m'a remarqué, puis il était comme, il écrit bien, il est drôle, je l'aime, lui. Puis il m'a contacté. No way. Puis là, tu sais, Absolument Fan me contacte. Je suis comme. Puis là, ils disent on aimerait ça te rencontrer à nos bureaux. Je suis comme, tu sais, c'est un dîner de con. Je vais me faire fusiller dans le parking. Je fais juste les hater depuis des semaines et des mois. Puis là, j'ai été, puis il était comme OK, tu sais, on veut combien tu gagnes, où est-ce que tu travailles. OK, on t'offre ça, plus un cellulaire payé, puis tout ça. Puis je suis comme. Oh my God. Puis, mais pour moi, c'était de la science-fiction. Là. Travailler sur Internet à l'époque, là, on parle il y a 12 ans. Là. Ouais. C'était de la science-fiction. Être payé, que ce soit ta job, ça se pouvait pas. Puis j'étais comme.
Puis moi, tu sais, ça a toujours été mon rêve quand même là, de vivre de ma passion, de le hockey et tout. Puis j'étais comme, si je fais pas le move là, je vais le regretter toute ma vie. Fait que là, j'ai tout lâché, j'ai fait le job. Avec quel âge? J'avais comme 25, 26? Ou... C'est il y a 12 ans. Fait que j'avais 33, mettons. Ouais, à 33, c'est ça. C'est soit tu meurs dans ton cubicule. Mais en fait, tu sais, là, j'avais une belle job avec un fonds de pension, puis les perks qui vont avec. Puis là, je tombe, OK, là, je suis on my own, puis une petite compagnie web. Pour moi, ça se pouvait comme pas. Mais je me suis dit, pour vrai, ça durera le temps que ça durera. Si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Puis je suis encore là depuis 12 ans. C'est l'histoire la plus cool ever. Là. Mais j'ai pas le choix de lever mon chapeau à Philippe Bastos. De lui qui se dit If you can't beat them, join them. Fait que lui, il s'est dit on va prendre notre plus gros hater. Puis comment on peut. J'y dois beaucoup à Philippe pour elle. Il m'a donné ma carrière pour elle. Il m'a donné cette opportunité-là que j'attendais sans le savoir. Là, mais ouais. Colin, t'es en train de me dire que si moi j'avais commencé à faire du clickbait et des articles de merde, tu serais venu me bitcher dessus et j'aurais pu t'avoir dans mon club. Colin! Peut-être. Puis c'est drôle. Je trouve ça drôle parce que, en fait, ils m'avaient engagé parce que justement, ils voulaient redorer leur image puis changer un petit peu les trucs. Puis moi, tu sais, j'étais arrivé là. Puis c'est drôle parce que ça m'a longtemps suivi, ça, parce que j'ai travaillé sur Absolument Fan. Of course, la réputation, c'était un site de clickbait, tout ça. Fait ça m'a suivi des années de temps. Puis là, on était clickbait, tout ça. Puis je trouve que c'est un mot qui est vraiment galvaudé, le clickbait, parce que les gens utilisent ce mot-là, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. T'sais. Clickbait, là, c'est. Tu présentes quelque chose dans ton titre, puis quand tu arrives dans l'article, c'est pas ça pantoute, puis tu as misled le lecteur, puis le lecteur a été berné. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Moi, tu sais, j'étais arrivé là, puis c'est drôle parce que moi, j'étais arrivé là, puis moi, je faisais mes longs articles, puis tout ça. Puis, tu sais, un mois après mon embauche, ils voulaient me mettre dehors parce qu'ils étaient comme, là, c'est parce que tu rapportes zéro argent, là, ça marche pas. Fait que là, j'ai comme catché la game que t'as beau faire des super articles, s'il y a personne qui le lit, ça donne rien. Nobody cares. Exact. Fait que, tu sais, je disais, name of the game, c'est la publicité, puis il faut que les gens entrent dans ton article. Fait que, tu sais, là, j'ai comme trouvé une espèce de juste un milieu avec lequel j'étais confortable de, oui, tu sais, tu fais des titres accrocheurs, mais une fois que tu rentres dans l'article, le lecteur ne se sent pas berné, tu as la source, tu as le sujet, c'est vraiment, le titre va avec l'article, puis c'est ça, tu sais, puis les gens, puis tu sais, le monde sont comme, tu sais, tu mets pas tous les détails dans le titre, je suis comme, ben oui, mais tu sais, j'avais 8 ans, là, j'écoutais Sport 30, là. C'était quoi, Sport 30? Il disait pas qui gagnait le Canadien. Exact. Il disait... Le Canadien, as-tu battu les Stars hier? Les détails après la pause. Je veux dire, j'ai pas inventé la roue. Là. C'est juste que les gens réalisent pas ce que c'est. Puis, tu sais, du clickbait, il y en a une tonne. Là. Ça me fait capoter quand je vois présentement ce qui se passe. Parce que nous, on a vécu le clickbait, puis là, il y a le rage bait. Puis là, moi, je pense que c'est le fake bait, que c'est juste inventer n'importe quoi. Puis, c'est ça, je trouve que les gens sont tellement mal informés. À cette heure aujourd'hui, là, ça me fait capoter parce que moi, j'ai toujours eu une passion d'informer. J'ai toujours eu ça en moi. Fait que, je ne ferai pas un article pour rien. Je ne ferai pas un article si j'ai pas de sujet, s'il n'y a pas. Moi, mon but premier, c'est d'informer. Fait que, les gens qui sont comme c'est du clickbait, non. Oui, je vais faire un titre accrocheur, of course, parce que faut que les gens cliquent. Mais une fois que les gens cliquent, l'information est là, la source est là. Pour moi, c'est super important. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est un mot qui est galvaudé. Puis, je peux t'en nommer beaucoup du clickbait, puis ça ressemble pas à ce que je fais. Là. Ouais, puis en fait, moi aussi, je vivais la même chose. C'est que je pense que les gens font mal la distinction entre faire un bon titre accrocheur puis un clickbait. Ça, mais le commun des mortels, puis il voit pas la différence. Au même type que je suis convaincu qu'on va dire un passionné d'audio, il doit écouter plein de podcasts, puis il doit dire ce podcast-là, il est vraiment bien enregistré. Ça, c'est de la merde. Mais il y a plein de gens qui. Monsieur, madame, tout le monde s'en fout. Ils voient pas la différence. Il scroll sur son feed, puis un site ou l'autre, le sujet m'intéresse, je clique, puis il regarde même pas le site souvent, là, je pense. C'est comme tous les goûts sont dans la nature. Là. C'est même moi, j'étais un passionné de café, puis quand je regarde juste à Montréal, je me dis. On a tellement des bons coffee shops, puis je vois le monde faire des line-up au Tim Hortons. Je suis comme. T'as le choix de mettre 3 piastres, 4 piastres à tous les jours, puis t'as genre 1000 options, puis tu considères que ton meilleur café, c'est Tim Hortons. Je suis comme... Mais c'est ça, tu sais, mettons les sites de... Il y en a une tonne à ce temps, des sites de merde, puis je suis comme, tu sais, une fois que tu cliques, le petit effet à voir, là,
Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je trouve que ça insulte mon intelligence. Je suis comme, plus jamais, là, je vais... Tu sais, genre, j'envoyais là, des sites, là, tu sais, Canadien émet un communiqué, puis là, tu sais, c'était comme, tu rentres dans un communiqué officiel du Canadien, tu rentres dans l'article, puis c'est comme genre, Canadien qui fait un tweet que Paul Byron va jouer sur Twitch à Donkey Kong. Je suis comme, hey, communiqué officiel, là, pour vrai, là, tu sais, je peux pas croire que les lecteurs sont pas comme, hey, je me fais niaiser, là, tu sais, puis une fois que tu vois ça, tu sais, arrête de suivre ce site-là, tu sais, ce genre d'affaires-là, moi, ça me fait capoter. Puis, je trouve que ça donne une mauvaise image aux sites qui travaillent fort, qui essaie de trouver des informations, puis que, tu sais, je dis, moi, le nombre de fois, je me couche à 3 heures du matin parce que j'écoute 4 podcasts en ligne pour essayer de trouver la pépite là, que personne n'a trouvée. Tu sais, je veux dire, c'est ça, ça me fait capoter. Là, de... Comment tu vis avec les haters, toi? Parce que t'en as eu beaucoup, toi. Ouais, avec les haters, je te dirais que ma carapace est vraiment solide. Tu sais, j'ai tellement... Puis en plus, c'est que j'ai tellement vécu de hate en étant tout seul, que tu sais, j'avais pas. Là, maintenant, comme tout le monde reçoit du hate, fait que pendant tellement longtemps, puis tu sais, ça m'a vraiment affecté. Tu sais, souvent, le plus gros stress, c'est que je me mettais une grosse pression à comme sortir des scoops. Fait que quand je sortais des scoops, tu sais, je me suis planté une couple de fois. Puis tu sais, il y a quelque chose comme tout à l'intérieur de moi, on va dire, comme mon estime de moi, de me dire, man, j'ai sorti telle nouvelle, c'est pas arrivé, là, je me fais blaster. C'est tough, les scoops. Là. Moi, j'en ai de temps en temps, puis je cours pas les scoops. Puis une fois de temps en temps, j'en ai. Puis tu sais, quand j'en ai qui m'arrivent, je suis comme, il faut que je le sorte. Je suis assis sur un gros scoop. Il faut que je le sorte, mais je sais que les prochains jours, là, je vais me faire ramasser. Puis, mais en même temps, tu as l'info, puis c'est excitant, puis tu es comme, je suis assis là-dessus, il faut que je le sorte. Là. Ouais. Mais je ne ferais pas ça comme toi, puis Max Truman, respect, parce que c'est stressant, je trouve. Moi, les haters, à l'époque, là, quand j'ai commencé, ça me rendait fou. Là. Je répondais à tout le monde, puis je fightais. Je suis un fighter, puis là, à un moment donné, j'étais comme, là, il faut que j'arrête. Puis, tu sais, si tu la quarantaine, à un moment donné, je suis comme, OK, whatever. Je comprends aujourd'hui que, mettons, je sais pas, là, un doule qui va à sa job de reculon, qui haït sa job, puis qui check, mettons, moi ou toi, qui vit de sa passion, of course que t'es en tabarnak, puis t'es comme, t'es de la mort, puis t'as le goût de le blaster parce que t'haïs ta job, puis t'es comme, tu sais, je veux dire, tu vendrais ta mère pour avoir la job qu'on a, puis of course, là, que, tu sais, je comprends. Fait que, je suis comme, OK, whatever, là, tu sais, je sais que je travaille fort, je sais que, tu sais, je le fais pour les bonnes raisons. Le reste, t'as le goût d'appeler ça du clickbait? Be my guest, là, whatever. Ouais. Moi, comment je le vois, c'est tellement comme des clichés. Non, mais tu sais, c'est le lâcher prise. Ouais. Mais ce que j'ai aussi compris, c'est que ce qui amène un soulagement, c'est arrêter de se justifier puis de s'expliquer. Ouais. Parce que ça va des deux bords. Pour moi, quelqu'un qui dit 25 années, c'est un site de potin, c'est du clickbait, c'est de la merde. Puis après ça, ça me donne rien d'essayer de m'expliquer puis de me justifier. Jamais. Je gagnerai jamais au même titre que si je te dis genre les Beastie Boys, c'est pas du bon hip-hop. Tu sais, comme. Il n'y a rien que tu peux faire pour. C'est ça, exactement. Puis de l'autre côté, je sais que comme tes vrais fans, ceux qui t'aiment, mais ils vont comprendre. Ouais. Fait que quand tu perds ton temps à te justifier puis à t'expliquer sur Twitter puis à répondre dans les commentaires YouTube, tu sais juste mettre de l'énergie à la mauvaise place, que tu es bien mieux de focus sur comme build des affaires positives puis de créer du contenu bon pour tes fans parce que tes haters, tu sais, c'est ça que j'ai réalisé, c'est comme tu changeras pas la vie de quelqu'un. C'est ça, exactement. Un gars qui est en train de faire. T'aimer parce que tu lui dis que c'est un cave de penser ça. Anyway, là, le gars qui fait caca dans sa job de merde, qu'il haït son boss, puis il est en train de s'ostiner avec toi sur Twitter, il va pas changer d'idée on the spot. Là. Une fois de temps en temps, je me garde, puis je suis comme, OK, ce commentaire-là est tellement whack. OK, là, je vais répondre, puis là, je vais avoir un talk avec, mais sinon, je passe outre. Là, lâcher prise, comme tu dis. En fait, la dernière fois que je me suis laissé affecter par des haters, c'est le jour que Bell ont décidé de fermer 25 Stanley. Puis Christophe Perrault m'avait appelé pour me dire il kill le brand, il swipe off. Tout ça devait être. Puis je me souviens, j'étais à Tremblant. Puis Chris il avait sorti un article. Puis il n'y en avait pas eu beaucoup, mais malheureusement, on s'est tout le temps accroché l'œil par des haters. Puis j'ai vu une couple de monde qui ont comme décidé de danser sur ma tombe. Tu sais, ils étaient comme bon débarras. Puis ça m'avait comme
Vraiment blessé. Puis en plus, j'avais vu que comme. Je me sais plus c'était qui le gars, mais c'était genre un ami Facebook. Mais tu sais, on a des amis Facebook que tu. Puis là, j'étais juste genre. D'un, ça m'avait fait vraiment mal. Tu sais, comme j'étais comme, oh shit. Tu sais, comme le brand, il est mort. Puis j'étais genre bande d'un. Initialement, c'était-tu genre tu vends, mais le brand continue, puis c'était ça le deal, right? Ouais, le deal, moi, je vends. Mais en fait, l'erreur que je fais, c'est que j'ai vendu, puis je suis resté là 3 ans. Okay. Puis j'aurais dû vendre, puis dire dans 6 mois, je décalisse. Mais au final, ça a tout été hors de mon contrôle. Puis il faut croire qu'à l'époque, Bell, gérer un autre blog, là, c'est vraiment compliqué. Tu engages 3 writers. Ouais, je pense que c'est un manque de vision, là, un peu. Là. Manque de vision qui est flagrant. T'avais ta niche. Là, mais le plus fou, là, puis encore une fois, c'est les gens qui connaissent pas tant l'Internet, ne vont pas comprendre la valeur. 25 cette année, c'était comme 92% de mon trafic qui était direct. Ah oui. Fait que ça, là, du direct traffic, là, les gens ne comprennent pas à quel point j'étais... aussi, c'est dans la compagnie Attraction. Appson, c'est un des sites qui a le plus de direct traffic, justement. Fait que tant quand on a direct traffic, tu sais, comme exemple, la presse, là, c'est du direct traffic à côté. Là, ils n'ont pas tant besoin de Facebook. Ils n'ont pas besoin de Facebook, ils n'ont pas besoin de l'algorithme. Là, t'es tout seul. Le monde, il se réveille, man, il tape 25 années. Ça a une valeur immense. Le database de photos qui ont swipé. C'est comme. C'est toutes des stratégies de comme quelqu'un. Truman m'avait donné l'excuse que le gars qui a pris la décision, il a dit ah, ouais, on avait reçu genre 1 ou 2 plaintes de filles de retirer du contenu. Je suis comme hey man, il y a une personne qui dit peux-tu enlever cet article-là? Oui, tu l'enlèves, merci, bonsoir. Tu vas pas te faire poursuivre pour 12 millions parce que tu as mis une photo d'une chick sur Instagram. On s'entend que Belle, on est reins solides. Là. Ah ouais, ben de toute façon, tu peux pas gagner. Là. Si tu as mis une photo de toi sur ton compte Instagram, là. Sorry, là, mais ta photo, elle appartient à l'Internet. Là. C'est ça, parlant de scoop, je sais que tu en as sorti une coupe. C'est quoi ton scoop ou ton article que tu es le plus fier? Puis peux-tu me raconter comment ça s'est passé cette journée-là? Mon plus gros scoop, by far, c'est mon scoop ça date de l'an passé, l'été passé. J'avais appris que le Canadien, au repêchage, avait un deal en place avec les Ducks d'Anaheim pour Trevor Zegras. Ouais. Le deal était fait. Les deux équipes s'étaient entendues. Trevor Zegras s'en venait à Montréal avec un choix de 2e ronde en retour de Logan Mailloux, puis un choix de première ronde qui finalement est devenu Michael Leach. Oh. C'était ce choix-là qu'on... En fait, c'est ça. C'était ce choix-là qu'on donnait. Puis le deal était fait, mais c'était conditionnel à ce que... ça, c'est le draft de... Attends, qui on avait drafté c'était-tu Demidov qu'on avait. Ah ouais, parce qu'on a drafté Michael Leach l'année dernière. Avant c'est ça. Non, on a drafté qui on a drafté l'année dernière? On a drafté personne. Ouais, le draft de 2025, on a drafté personne. Le draft de 2024, on a drafté Hage. C'était Demidov. Puis après ça, puis avant ça, Slavkovski. Puis il y a Ryan Backer qui est pas là-dedans. C'est ça. Ryan Backer, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'était conditionnel à ce que, justement, Demidov slide. Ouais, c'est ça. C'est l'art de Demidov. C'était conditionnel à ce que Demidov slide. Slide pas, en fait. Si Demidov n'était plus là, puis le Canadien n'avait pas dit aux Ducks qu'il voulait Demidov, évidemment, parce que le Canadien espérait que Demidov slide avait joué leur carte de façon à ce que non, on est comme pas tant intéressé. On se rappelle Kent Hughes puis Jeff Gordon. Puis c'est ça. Puis finalement, Demidov a slidé. Fait que là, le Canadien, je pense que l'idée, c'était que si jamais Demidov n'était pas là, Trevor Zegras venait répondre à un manque d'attaquants top 6 qu'on avait besoin à cette époque-là. Puis c'était pour ça que le deal était en place. Puis quand Demidov était là, ils ont comme nixé le deal, puis ça a été terminé. Puis c'est ça. Puis ce scoop-là, j'étais vraiment fier parce que j'ai eu le scoop genre 8 mois avant tout le monde. Là. Tu sais, ça a été... J'ai sorti le scoop, puis j'en parlais tantôt, tu sais, quand tu as un scoop, tu es comme, tu le sors, tu sais que ton info est béton. Là. Moi, mon info était béton. Je savais que c'était vraiment ça. C'est une source à Anaheim, à Montréal? Je peux pas courriel, par texto? C'est une source de la Ligue nationale. Okay. Je vais dire ça. Puis c'était béton. Puis tu sais, je l'ai sorti, puis je me suis fait blaster. C'est qui lui? Il dit jusqu'à Anaheim. Là, je me faisais blaster des 2 bords, et de Montréal et d'Anaheim. Puis j'étais comme, tu sais, je sais que c'est vrai. Je sais que ma source est béton, mais je me fais traiter de tous les noms pareil. Puis c'est un peu ça l'espèce de ce que je te parlais tantôt. Tu es fier de ton scoop, tu le sors, puis tu sais que tu vas te faire ramasser pareil. Puis, tu sais, s'il fallait que ton scoop ne s'avère pas pour X raison, ben là, tu as l'air d'un épais, puis là, tu dis, ah oui, on le savait, puis ça. Fait que c'est vraiment tough comme...
la game des insiders. J'essaie pas de devenir un insider, mais c'est ça. Par la force des choses, ça fait 12 ans que je suis là-dedans, tu fais des contacts, puis tout ça, puis des fois, il y a des informations qui viennent à toi, tout ça. Mais ça, c'est by far mon plus gros scoop. Puis ça avait été confirmé par... C'est pas Louis-Jean qui est venu à ton podcast et qui en a parlé? Non, c'est à Radio-Canada, au podcast de Radio-Canada, Tellement Hockey, Alexandre Gascon, qui avait... puis ça, c'est drôle parce que les gros médias... Tu sais, c'est difficile pour les gros médias d'acknowledge les sites indépendants. Ben ouais, on n'existe pas. Ben c'est ça. Puis ça, j'avais trouvé ça drôle parce que Alexandre Gascon, props à lui, m'avait donné, il avait dit que la rumeur de Trevor Zegras, blablabla, 8 mois plus tard, il avait dit un site l'été passé indépendant avait sorti la rumeur. J'oublie le nom, puis j'étais comme, yeah, right, tu sais. Ouais. J'oublie le nom du site, mais tu sais, c'était vraiment ça. Il y avait le scoop, c'était vraiment ça, puis tu sais, c'était à la lettre, là. C'était. Toutes les informations étaient là, puis il m'avait, tu sais, props à lui, il m'avait quand même donné semi-crédit. Il avait acknowledge que ça venait pas de lui, l'information. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, puis après ça, tu sais, les autres gros médias, veulent pas, quand c'est un journaliste qui sort l'information, là, ça a comme... Tous les médias en parlaient, BPM, TVA Sport, tout ça, puis tu sais, TVA Sport, on comme... Puis là, tu sais, tous les gros médias en parlaient, mais donnaient le crédit à Alexandre Gascon. J'étais comme, oh my God, puis c'est selon Alexandre Gascon, puis je suis comme, OK, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, props à Tony Marinaro aussi, par contre, que lui était comme, non, c'est Marco Normandin, d'Absolument Fan, puis tu sais, il avait été à l'émission de JC à TVA Sport, puis c'est ça, JC était comme, ouais, selon un site, parce que non, c'est Marco Normandin d'Absolument Femme, puis tu sais, ça, sur une heure de grande écoute, m'avait name drop, elle m'a donné le crédit en bonne et due forme, puis j'étais comme, tu sais, au moins, il y en a qui sont comme, c'est des vrais, puis Tony Marinaro, c'est un vrai, là. Ouais, mais Tony s'arrange vraiment. Tony, c'est un des seuls qui comprend la différence entre le média traditionnel et l'Internet, et il marie bien les deux. Ouais. Mais est-ce que c'est... c'est mon plus gros scoop by far. Puis comme je te dis, j'essaye pas de devenir un insider, mais à l'occasion, j'ai des infos. Tu sais pas de devenir un insider, mais est-ce que tu as une volonté éventuellement de travailler plus ton brand personnel, de plus devenir Marco Normandin de Absolument Fan, ou tu es juste bien dans tes affaires? Pour vrai, j'ai pas besoin de ça. J'en parlais avec Max Truman à l'époque, il y a quelques années. Lui, ça fait longtemps qu'il travaille son brand, tout ça. Puis quand il avait commencé à faire ça, il m'en parlait, puis j'étais comme... J'ai pas tant besoin de ça. Moi, je vis de ma passion. J'ai 3 enfants. Je travaille de la maison. Je vis de ma passion. Des fois, je suis invité à des événements du Canadien. Puis ça, I'm good, là. J'ai pas besoin. Je fais des podcasts. Le podcast, là, c'est parce qu'on me l'a proposé, mais j'ai pas poussé pour ça. J'ai pas besoin de... C'est drôle parce que je suis un gars timide dans la vie. Fait que j'ai comme une espèce de dualité. Là, je fais des podcasts, puis j'accepte ton invitation, puis tout ça, mais je cours pas après ça. J'ai pas besoin de... j'ai pas besoin de ce fame-là. C'est pour ça que quand j'ai des scoops, je suis comme... J'ai pas le choix de le sortir, mais je suis comme, oh my God, pendant 3-4 jours, ça va parler de moi à la radio, puis ça, je suis comme, c'est ça. J'ai pas... je comprends. Je cours pas après ça. Ouais, fait que t'as le bonheur facile. T'es juste I'm bien. good. You're good. Je vis de ma passion. Moi, c'est ça, je vais enseigner à mes enfants. Dans la vie, là, ta job, là, fais ce que t'aimes. Fais quelque chose que t'aimes parce que 40 heures semaine, là, c'est long. Là. C'est long en tabarouette. Là. Parlant de controverse, tu as aussi sorti un scoop l'année dernière sur Pascal Vincent. C'est sûr qu'il y a bien du monde dans le chat que depuis le début du podcast sont comme « Il va-tu parler de Pascal Vincent? » Qu'est-ce qui s'est passé avec Pascal Vincent? Mais c'est un peu ce que je te parlais quand tu as un scoop. Si ça s'avère pas, là, ça backfire fois 1000. Fait que, tu sais... si Patrick Laine, il patine, il joue pour le Canadien à soir, puis il est dans le line-up, là, j'ai l'air d'un asti total. Ouais, parce que tu veux-tu parler de ton scoop? J'en ai parlé la semaine passée. Fait que je l'ai dit que Patrick Laine ne portera plus jamais l'uniforme du Canadien de Montréal. Mais, qui est un nice scoop. Là. Mais peut-être que, genre, à soir, Kirby Dach se blesse, New Hook, il revient pas. C'est vrai que les choses peuvent changer rapidement. T'as beau avoir une information solide, les choses peuvent changer. Puis, c'est ça. Pascal Vincent, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais 3 informateurs différents qui me disaient sensiblement la même chose. Il y en a un qui me disait Pascal Vincent ne revient pas avec le Rocket l'an prochain. Il y en a un autre qui me disait Pascal Vincent va devenir assistant coach d'une équipe de la Ligue nationale.
Puis, il y en a un autre qui me disait quelque chose qui mixait un peu les deux. Là, c'est comme, là, j'ai 3 sources différentes, des gens bien placés dans le milieu du hockey qui me disent toutes la même chose. Là, je suis comme, faut que je le sorte. Puis, je l'ai sorti. Puis là, la pression qui vient avec ça, tout le monde l'a repris. Parce que là, ça, c'était après mon scoop de Zeros. Fait que là, le monde était comme, oh, OK, il y a des infos, on peut le truster. Fait que là, BPM, tout ça, ils ont tout relayé l'information. Puis, ça s'est pas avéré, finalement. Pascal Vincent est resté avec le Rocket. Fait que là, je me suis fait ramasser, évidemment. Puis ça va avec, là. J'ai take the hit. Je suis comme, ben oui, il a pas... finalement, il n'a pas signé. Mais par après, par contre, il y a Renaud Lavoie qui a confirmé que effectivement, Pascal Vincent avait une offre de la Ligue nationale comme assistant coach. Puis finalement, il ne l'a pas pris. Fait que, tu sais, je veux dire, ces informations-là, t'es comme... clairement, il va prendre l'offre. C'était vrai, l'information était là. Il y avait une offre. À Guess, j'aurais dû le worder différemment. J'aurais dû mettre ça au conditionnel, puis ça, mais j'avais 3 sources qui me disaient la même chose. J'étais comme, c'est clair qu'il s'en va. Tu sais, fait que ça a été mon erreur, à Guess, de ne pas le worder au conditionnel. Mais l'information était vraie quand même. Fait que, tu sais, j'inventerai jamais, comme je te disais tantôt, j'ai pas besoin de fame. Fait que j'inventerai jamais des infos pour. Quand je sors quelque chose, parce que j'ai une vraie information, sinon je sors juste rien, puis je fais juste ma job, puis je relaye les informations sur HabsFan, puis ça me va là. Vu que vous avez passé de FanWeb à Attraction, c'est quoi ta relation avec le Canadien de Montréal? Comme le Canadien, t'as-tu déjà demandé de retirer des articles? T'as-tu des accréditations? Tu peux-tu aller sur la galerie de presse? C'est quoi? Non, on n'a pas de mariage avec le Canadien. On m'a jamais demandé. J'ai jamais reçu un appel du Canadien. Tu sais, je vais autant sortir des articles autant négatifs que positifs du Canadien. Je sors ce qui est d'actualité. Jamais le Canadien a intervenu dans un... Pas ce que je sache en tout cas, puis je serais vraiment surpris si c'était le cas. Mais à l'inverse, j'ai pas d'accréditation, j'ai pas accès... c'est super tough là, d'avoir une accréditation pour le Canadien, anyway. Puis, par contre, ici et là, j'ai des invitations. J'avais été invité par le Canadien pour aller voir... la série de la reconstruction en pré au Centre Bell. On avait avec les journalistes. C'est cool, ça. C'est super cool. Moi, ça me va. Là. J'avais été invité aussi à aller interviewer Albert Jacquet dans le temps qu'il avait son burger. Tout ça. Je trouve ça super cool. C'est des petits perks que j'aime. Puis, mais again, je veux dire, moi, je vis ma passion. Là. J'ai pas, quand j'ai des affaires comme ça, je suis bien content. Puis, justement, j'ai été invité dans une loge la semaine passée là, par Hellmans qui voulait que je promouvoie leur nouvelle loge. Fait que, c'est des petits perks que je trouve le fun, mais sinon, non, j'ai pas d'accréditation en tant que tel. Puis, dans ta carrière de blogueur sportif, c'est quoi ton plus grand moment? C'est quand la fois que tu as fait « Man, c'est que j'aime ma job ». Je te dirais tous les jours, honnêtement. Tu sais, pour avoir. Moi, c'est ça que je trouve le fun parce que je l'ai fait, le cubicule de 9 à 5. Je l'ai fait les jobs poches que tu as eu, que tu vas travailler à reculons. Puis là, tu sais, du jour au lendemain, ta vie change. Puis tu vis ta passion. Tu sais, j'ai pas l'impression de travailler. Tu sais, je veux dire. Tu sais, mettons, écouter un podcast ou écouter la game, je l'écouterais pareil, là, tu sais, puis je commenterais pareil l'actualité, puis ça, puis là, je suis payé pour le faire, puis je suis comme... Puis il y a comme un certain danger de ça, parce qu'il n'y a plus de ligne qui trace ta passion puis ton travail, fait que là, t'as comme l'impression de vivre. Oui, puis mais en même temps, à l'inverse, t'as comme l'impression de toujours être là-dedans, puis tu sais, t'as comme jamais de break, là, tu sais, mettons... Tu pourrais en parler à ma blonde. Dans le temps, je me rappelle quand Piqué Souben avait été changé pour Shea Weber, hein, cette semaine-là, elle m'a pas vu de la semaine. Là. Je travaillais non-stop. C'était comme que ça partout. C'était la grosse affaire. Là. C'est la plus grosse affaire depuis longtemps là, à Montréal. Puis j'avais travaillé en débile pendant toute la semaine. Puis j'étais dans le sous-sol, ma blonde était en haut, puis on se voyait pas parce que je faisais que ça. Mais en même temps, c'est ça. Je veux dire, je vis de ma passion. C'est le rêve. Là. Sans te mettre dans l'embarras, est-ce que tu penses que tes boss réalisent à quel point tu es bon? Moi, j'ai travaillé pour un gros empire québécois. Puis j'étais là, tu sais, des fois, ils disent « Oh, on est déficitaire, on fait pas d'argent. » Puis là, je rentrais dans un meeting, là,
Puis j'étais comme, là, vous êtes 12 writers, là, puis vous faites 3 articles par jour, puis vous faites des meetings de stratégie de contenu. Puis j'étais juste, genre, les vendredis, j'étais comme, aïe, tu sais, comme le compte Twitter, il a été updaté 4 fois. Le monde ne travaille pas, puis ça se pense tout fucking important, puis ça a des gros salaires, puis ça a des managers. Puis de l'autre bord, il y a toi qui est dans ton sous-sol, qui pompe quasiment un article à l'heure. Ton rythme, ça doit être ça. Toi, tu dois sortir un article à l'heure, 8 à 10 heures par jour. Ouais. Puis quand il y a un gros trade, genre aujourd'hui, Patrick Liney est échangé pour Elias Pettersson. Faut que ça sorte dans la seconde. Dans la seconde. Tu as une notification. Fait que toi, tu dois être le genre de gars un peu comme moi dans le temps que tu es en char. Puis il y a un gros trade. J'arrête le char sur le bord tu mets 4 flashers. Le nombre de fois où, tu sais, je suis comme chez nous, je travaille, puis il faut que j'aille whatever à telle place. J'amène mon laptop avec moi, puis c'est déjà arrivé que j'arrête le char sur le bord de l'autoroute, je sors mon laptop, j'écris un article. Tu sais, les gens ne réalisent pas à quel point c'est un grind. Là, tu sais, oui, on vit notre passion, puis c'est écœurant, puis je veux dire, je souhaite ça à tout le monde, mais on travaille fort. Là, le monde ne réalise pas ça. Le game derrière ça, c'est... Mais pour répondre à ta question, je dirais que à l'époque où j'ai été engagé chez FanoWeb, j'ai réalisé plusieurs années plus tard à quel point il faisait de l'argent, à quel point l'argent rentrait comme de l'eau avant que Facebook coupe les vivres. Puis, tu sais, on se rappellera à l'époque, pour mettre les gens en contexte, là, quand, mettons, tu avais une page, mettons, tu avais 100 000 fans, tu postais quelque chose, les 100 000 fans le voyaient dans leur feed. À cette heure, le Facebook, c'est genre 5 6 genre 0,2 C'est ça. Si tu veux que plus de gens le payent. Mais à l'époque, c'était comme tu droppais quelque chose, tout le monde le voyait. C'était incroyable, les stats. Puis, c'est ça, des années plus tard, j'étais comme, oh my God, à quel point ils ont dû faire de l'argent à cette époque-là. Mais maintenant, tu sais, je suis payé à ma juste valeur, puis I'm good. Là, ouais. T'es content. Mais... Je pense qu'ils réalisent... parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, j'ai, à quelques reprises, été approché par des concurrents qui ont essayé de m'avoir avec eux. Puis mes boss ont step up. Puis ils ont fait en sorte de me garder en bonifiant mon salaire. Puis en bonifiant mes good move ouais, de leur part. Ça. Ben, oui, ben, j'ose espérer. Je pense que oui. Là. Je pense que c'est ça. Mais je suis bien. Tu sais, moi, je suis bien où je suis. Puis je pense qu'ils sont satisfaits de mon travail. Mais c'est ça. Tu sais, puis on parlait tantôt de clickbait, tu sais, les gens ne réalisent pas à quel point, tu sais, mettons, moi, tu sais, quand je me fais dire ça, ça me fait rire parce que si le monde savait à quel point, le nombre de fois où j'ai joué ma job en disant, tu sais, en me faisant pousser, non, là, tu sais, j'étais comme, no fucking way que je mets mon nom à un article comme ça, je ne ferai pas ça, tu sais, je ne ferai pas du clickbait cheap. Puis là, tu sais, j'aime mieux travailler plus fort pour essayer d'aller chercher le revenu de plus que de faire du clickbait cheap, que de toute façon, à long terme, ça va nous nuire. Puis c'est ça, le nombre de fois, je me suis pogné avec mes boss pour ça. Puis c'est pour ça que ça me fait rire là, de me faire dire tu fais du clickbait. Non, j'associerais pas mon nom à ça. Ouais, je suis vraiment content de te découvrir, puis je comprends encore plus le personnage, puis toutes les qualités que tu as, dont ton intégrité. Mais tu sais, une affaire que tu as dit par rapport à la passion, moi, ce qui m'a toujours fasciné avec les gens qui rêvent de devenir journaliste sportif, le nombre de fois qu'il y a des gens qui m'ont écrit « Je rêve de devenir blogueur, journaliste sportif », ou même les jeunes, ils rêvent de devenir influenceur. Mm-hmm. Tout le monde a comme une vision de comme la passion, mais on dirait que comme c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire. Non. Tu sais, comme moi, j'en ai eu des gars, là, ils écrivent 5 articles, ils disparaissent, puis toi, c'est sûr que sur Absolument Fan, j'en ai des employés, là, des gars qui arrivent, ils ont 16, 18, 20 ans, ou même des gars de 40, hey, changement de carrière, je veux faire ça, puis 10 articles plus tard, c'est ça. Les gens ne réalisent pas que il faut que tu travailles fort. Tu sais, à l'époque, je n'avais pas d'enfant. Je travaillais 7 jours sur 7, 24/7 quasiment. Là, jour, soir, fin de semaine, je travaillais constamment là, avant d'éventuellement avoir un helper. J'étais tout seul à runner 2-3 sites. Là, le monde ne réalise pas à quel point il y a du travail. C'est un grind. Puis avant d'éventuellement avoir un horaire qui se peut, puis d'avoir des employés, puis tout ça, j'ai travaillé comme un fou, là. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui... Les gens s'imaginent que c'est facile. Ouais. Puis même les réseaux sociaux, moi, je le vois dans mon agence, parce que mon core business, c'est mon agence de gestion de réseaux sociaux, puis les gens,
il y a tellement de bon contenu qui est out there. Monsieur, madame, tout le monde, tu te fais feeder du contenu là, à journée longue. Là. Puis tu sais, comme les vidéos maintenant sont rendues bons, puis le concept, puis le montage. Puis il y en a tellement que tout le monde pense que c'est tellement facile monter une page. Et même moi, j'ai un de mes clients, on est rendu à comme 7000 abonnés de TikTok. On est un dealer de char. Là. C'est tough. Là. Puis là, des fois, je reçois des feedbacks négatifs. Puis je suis comme, hey man, genre, fais-en des vidéos TikTok. Comme ça a l'air facile. Là, t'envoies à journée longue. Là. Trouve le concept, filme-le, édite-le, trouve la bonne toune, rends-le viral. Ça, les gens ne voient pas tout le travail en arrière. Le monde, il ne catch pas. Puis, tu sais, même, ça me permet de m'amener au podcast. C'est comme faire un podcast. C'est d'un, je n'ai pas salué nos auditeurs, mais gros merci à tout le monde qui nous écoute. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est un grind faire le podcast. Trouver des invités à chaque semaine. Puis, tu sais, quand j'ai entendu ton histoire, tu sais, des fois, on peut se réconforter dans le malheur des autres, mais dans le sens que quand j'ai vu que tu avais une situation avec le podcast, ça m'a juste fait sentir que je suis comme, OK, je suis pas tout seul à vivre ce genre de choses-là, que le struggle de la collaboration avec ton co-animateur, là, il s'en va, t'as comme une friction, ou whatever ce qui arrive. En fait, il n'y a pas de friction avec Pascal Cameron. Il est parti parce que il est en tournée, puis... mais je dis friction dans le sens qu'il y a une situation qui arrive que la relation s'éteint. Oui, exactement. Il faut se revirer de bord. Puis Mais tu sais, on parlait de ça, les gens ne voient pas l'envers du décor. Moi, mon ex était photographe. Puis, tu sais, elle faisait des mariages, puis tout ça. Puis, tu sais, le nombre de fois où elle revenait, puis elle était comme, tu sais, ça coûte tant, mettons, pour un contrat de mariage. Puis, le monde sont comme, hey, j'en ai une caméra, je vais les faire, les photos. Puis, t'es comme, voir que, tu sais, ça coûte tant. Le monde ne catch pas qu'il y a du travail derrière ça, puis c'est pas. Tu sais, c'est ça. Les gens s'imaginent n'importe qui peut faire ça, puis il n'y a pas de travail derrière ça, puis c'est la même chose. Hein. Mais en fait, c'est que n'importe qui peut faire un podcast. Oui. N'importe qui peut devenir blogueur. N'importe qui peut devenir photographe. C'est juste que comme pour le faire... Pour se rendre à... C'est un struggle. Là, c'est un fucking grind. Là. Surtout toi, t'as défriché à l'époque. Tu sais, t'es vraiment le OG des sites indépendants, puis je dis, c'était pas, tu sais, t'as ouvert la voie à bien des sites. Oui, mais merci beaucoup. Mais c'est comme si avant, quand j'étais comme pas conscient de tout ça, mon plus tough, la chose qui a été la plus difficile, c'est les conversations que j'avais avec les médias traditionnels qui me chiaient sa tête, puis qui me dénigraient, puis qui me disaient que j'étais pas bon, mes chiffres étaient pas gros, c'était pas impressionnant. Puis quand je suis rentré de l'autre bord, puis là, j'ai vu les stats des sites, des gros médias. Là. Moi, j'ai eu accès, on va dire, à Québécois, à toutes leurs Google Analytics. Puis là, à un moment donné, j'étais comme wow! Tu sais, même j'ai vu des affaires qui sortaient, là, des purs mensonges. Là. Notre station de radio numérique a genre 1,8 million d'auditeurs. Là, j'étais comme Chris, dans l'Apple Store, il y a 32 downloads de l'application. Voir le boss, c'est en une. Non, pour de vrai, comme, vous avez mis ça en une, Journal de Montréal, 1,2 million d'auditeurs. J'avais accès au. Je dis pas 32, c'était genre 830 downloads. Je suis comme, il y a quelque chose qui marche pas. Puis après ça, vous êtes venu me dire que mon podcast, que j'avais, on va dire, je sais pas, à l'époque, j'avais commencé mon podcast avec Christophe Perrault sur Apple. On avait peut-être genre, je sais pas, genre 12 000 écoutes, ce qui est comme plus gros qu'aujourd'hui. Ben oui, exact. C'était immense. Puis tu dis, comment non, c'est de la merde. Fait que ça a été ma plus grosse erreur, mais parce que j'avais pas de comparatif avec d'autres mondes. Je n'étais pas capable de bouncer, de me dire OK, toi, tu as fait combien d'écoutes? OK, tu fais combien d'écoutes? Tu sais, même maintenant, je regarde le podcast, j'ai recommencé tout seul. Là, je me dis OK, là, j'ai recommencé la chaîne YouTube à 0. Là, on a dépassé 1000 abonnés. Merci vraiment beaucoup. La meilleure façon de nous encourager, c'est d'avoir 1000 abonnés. Mais tu sais, 1000 abonnés. Ouais, c'est un grind. Là. C'est un grind. Tu pars à zéro. Tu pars à zéro. Fait que c'est même cette semaine, je regardais ton podcast. Puis là, j'étais comme OK, tu sais, le podcast, il y a des épisodes à 2000, 4000, 6000, 10 000. Puis moi, cette année, j'ai recommencé. Puis tu sais, c'est à peu près ça. Fait que je me dis, all right. Tu sais, je peux me comparer, mais j'ai pas quelqu'un qui me ment en pleine face, qui me dit « Ah non, nous, on a 1,2 million. » Là, c'est sûr, tu te sens loup. Quand tu dis « Ah, mais moi, j'ai 2000 views, puis lui, il a 1,2 million. » Je pense que les gros, tu sais, les gros des médias, ils ont vraiment peur, les sites indépendants, là, parce que là, tu sais, je veux dire, on a pris une grosse part de la tarte, là, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, tu as envoyé un journaliste à Calgary couvrir la game, là, quand le gars... Tu sais, je veux dire, mon scoop, là, je veux dire, j'ai scoopé tous les journalistes, j'étais assis dans mon salon, là. Tu sais, je veux dire, je les comprends de pas être de bonne humeur, de se faire scooper par le gars qui est dans son salon. Fait que, tu sais, je suis comme...
Et c'est ça, tu sais, je pense que ça leur fait peur, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je pense que, pareil, dans ma vision de ce qui s'en vient, tu sais, exemple, toi qui es comme vraiment passionné, là, peut-être que je suis complètement off, là. Mais tu sais, si ta job te disait, tu sais quoi, Marco, on va te sortir un budget de 1000 par mois. Puis une fois par mois, 2 fois par mois, va sur la route couvrir le Canadien puis créer du contenu. Je suis 100% certain que ça serait payant parce que tu as une façon de traiter la nouvelle, que tu es recherché une nouvelle différente. Parce que tu sais, le plus bel exemple, c'est qu'est-ce qui distingue, on va dire, HFTV de tous les TikTokers. Ouais. Ils vont sur la route, sont sur le terrain, ils sont là day in, day out. Puis ça va leur chercher plein de contenu. Puis c'est ça qui fait qu'il est différent. Fait que moi, je pense que comme à long terme, le journaliste de terrain va revenir. Ben, tout ça revient à la décision des gens du web. Ouais. Le jour que Facebook puis Google décident de dire tout le trafic va à la paternité de la nouvelle. Ben c'est ça. Exact. Moi, ça me fait capoter un peu. J'ai longtemps été à capoter de me faire voler des nouvelles et tout ça. Parce que pour moi, c'est super important de donner le crédit. C'est la moindre des choses. Ouais. La nouvelle vient pas de tout. Puis là, je me pognais avec tout le monde. Puis là, à ce temps, je suis comme, hey, whatever. Tu sais que t'es plein de merde. Tu sais que tu me l'as volé. Je le sais. Si t'es capable de dormir avec ça la nuit, good for you. Moi, je sais que ça vient de moi, tu sais, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, je pense que les géants, je pense que ça leur prend du temps à s'adapter, puis, tu sais, c'est adapt or die. Puis, tu sais, pendant la pandémie, là, tu sais, je veux dire, les journalistes perdaient leur job left and right. Moi, j'ai pas manqué une journée de travail, là. Ouais. Tu sais, j'ai compris d'être frustré, puis de voir, tu sais, les sites indépendants prendre du terrain, puis tout ça. Je veux dire, of course, hein, mais c'est ça, la game change constamment. Fait que faut que c'est tough pour eux autres de s'adapter. Puis c'est ça donne ça. Ouais. Tu parles de ton podcast, le Poolcast. Ouais. Ça a été qui ton meilleur invité? Mon meilleur invité? Ben, l'invité que j'étais le plus impressionné d'avoir, je te dirais, c'est Alexandre Daigle. Ouais. C'était à nos débuts, ça se faisait pas tant d'épisodes qu'on faisait. On commençait à être connus, on buzzait un petit peu. Puis Alexandre Daigle accepte de venir à notre show. J'étais comme, wow, c'était comme... C'était impressionnant. Pour moi, au début, quand on a parti ça, j'étais comme, hey, pour vrai, si on a 150 views, je vais être content. Là. Puis, j'étais comme, OK, là, on a des gros invités. Puis, j'étais comme, ça décolle, pour vrai. J'étais vraiment impressionné de ça. J'avais pas d'aspiration par rapport à ça. J'étais comme, OK, on va jaser de hockey, on va jaser de pool, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. Là. Moi, on m'a demandé de le faire. Là. C'était pas mon idée au départ. Là. OK. Parlant de pool, est-ce que c'est ton idée? Là, tu vends un guide du poolers. Ouais. Ça, c'est ton projet à toi. Tu le vends. Comment ça a été? Parce que tu en as vendu quand même pas mal. Ouais, ben c'est un guide que j'ai créé. Ça fait une dizaine d'années environ. OK. C'est un guide de pool comme qu'il se vend à l'épicerie. Le magazine. Là. Exactement, ce style-là. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que c'est un guide qui prend les prédictions de tous les guides qui existent au monde. Là. Tous les guides reconnus, en fait. Là. Je prends toutes les prédictions de tous les guides. Je fais l'analyse de leur moyenne au bâton dans les 5 dernières années. Puis, selon leur moyenne au bâton, je leur donne le poids approprié. Mettons, un guide est meilleur qu'un autre, mais il y a plus de poids dans ma formule que j'ai créée. Fait qu'au bout de la ligne, ça donne une formule unique qui, pour chaque joueur de la Ligue nationale, de prédiction. Puis, en plus d'avoir la formule, ça donne une prédiction plus accurate. Puis, en plus d'avoir cette prédiction-là, tu as comme le lowest puis le highest de tous les guides. Fait que tu vois, t'es comme, OK, ça oscille entre, mettons, on va dire, je sais pas, Nick Suzuki, ça oscille entre 82 points puis 101. Fait qu'il y en a un qui s'attend à 82 points, l'autre s'attend à 101. La moyenne est genre à 89, mettons, selon la formule. Fait que, tu sais, t'as comme un range de... ça va mieux pour quand t'es en train de faire ton pool, en fait, là. C'est... avec cet outil-là, ben, tu es mieux outillé pour faire tes choix. Fait que c'est ça. Ouais, c'est un guide que depuis une dizaine d'années, je vends worldwide. Là. C'est reconnu. C'est vraiment du bouche à oreille. Je fais pas tant de pub que ça. C'est le Ultimate Pool Preview, si jamais vous voulez aller voir. J'ai une page Facebook, ultimatepoolpreview.com. C'est ça. À chaque année, je le sors, à chaque automne.
t'es vraiment un passionné au point que t'as aussi une équipe d'hockey ou t'avais une équipe d'hockey? J'avais... C'est une équipe d'hockey virtuelle ou une vraie? OK, hockey-ball. Oui, deck hockey. Dans la Ligue nationale de hockey-ball, j'étais copropriétaire du Mobux de McMaster. On a vendu là, cette semaine, là, c'est tout frais. Là. On a vendu l'équipe pour... Ça vaut combien? Ça vaut-tu des milliards maintenant ou 100 millions une équipe de hockey-ball? Non, je dirais que c'est un projet de cœur. OK. On a acheté l'équipe dans les débuts de la Ligue. Fait que c'est la Ligue nationale de hockey-ball qui joue en Amérique du Nord? Non, c'est seulement au Québec pour l'instant. Seulement au Québec. Il y a 12 équipes au Québec. Les joueurs sont-ils payés? Oui. OK. Ouais, c'est ce qui est très cool. Moi, c'était une façon, quand le projet a vu le jour, c'était d'ailleurs les deux commissaires de la Ligue, c'est Bruno Gervais et Maxime Talbot. Alex Burrows, il n'est pas impliqué dans l'hockey-ball ici avec Napper? C'est le président de la Ligue nationale de hockey-ball. Okay. Mais les commissaires, c'est ça, ils ont nommé justement récemment Max Talbot et Bruno Gervais. Puis, c'est ça, moi, c'était vraiment un projet de cœur. Je suis un passionné de deck hockey. Je suis un passionné de hockey en général, mais je joue au deck hockey depuis que je suis jeune. C'était un projet de cœur. Je trouvais ça cool comme ligue. Tu sais, les joueurs sont payés. C'est vraiment la crème de la crème du deck hockey au Québec. Puis c'est ça, je me suis impliqué là-dedans. Ça a duré... la 6e année de la ligue commence cet été. Mais là, c'est ça, on a été obligé de vendre pour des raisons... hors de notre contrôle, on va dire. Là, parce que le centre où est-ce qu'on jouait ne nous appartenait pas. Il y a eu des décisions qui ont été prises par rapport au centre qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait plus jouer là. On n'a pas pu se revirer de bord pour déménager la franchise. On a été obligé de vendre, puis c'était correct dans les circonstances. Tu ne voulais pas comme demander à Jeff Molson qui te prête genre 2% de son refinancement de 600 millions pour te construire un autre aréna? Non, ben avec les enfants grandissent. On voyage beaucoup l'été maintenant, là, fait que j'avais moins de temps à mettre là-dedans. Fait que c'était correct. Là, dans les circonstances, le timing était bon pour tourner la page. Là. Je suis serein là-dedans là, quand même. Mais je suis content de m'avoir impliqué là-dedans. C'est une belle ligue. Allez voir ça. C'est du bon hockey pour eux. OK, nice. Bon, là, j'ai des questions en rapid fire, gracieuseté de mon co-animateur Guillaume Simard pour terminer. Mais juste avant que j'aille avec mes questions, je le sais, là, c'est poche que je fasse mon téléphone. J'ai oublié de me faire des petits cue cards, mais c'est les choses qui arrivent. Est-ce que tes enfants sont passionnés de hockey? Es-tu capable de leur transmettre la passion? J'ai eu 2 filles en premier. Ma première a 10 ans, ma deuxième a 8 ans. Je te dirais, moi, je veux pas imposer de passion à mes enfants. Là. Je ne suis pas ce genre de père-là. Fait que j'étais comme, tu sais, si ça accroche, ça accrochera. Ma première, 0. Ma deuxième, c'est un petit peu, là, j'ai une mini surface de deck hockey à côté de ma maison. Fait que, tu sais, on joue un petit peu au deck hockey de temps en temps. Mais là, moi, dans la vie, je pensais que je voulais 2 enfants. Ma blonde m'a expliqué qu'on en voulait 3. Fait que là, elle m'a convaincu d'avoir un 3e enfant, puis on a eu un petit boy. Puis mon petit boy, il y a 4 ans, il va avoir 5 ans cet été. Puis récemment, là, dans les derniers mois, il commence à accrocher sur le hockey. Là. Il voulait un stock de goalers. On joue au mini-hockey, puis on joue au deck hockey dehors. Il commence à patiner. Fait que là, je regarde le hockey avec mon petit boy. Fait que je trouve ça vraiment cool. Je n'irais pas imposer, mais oui, lui, ça accroche vraiment. Là. OK, cool. Je me vois en lui là, quand j'étais jeune. Là. Je trouve ça cool. OK, nice. Question rapid fire gracieuseté de Guillaume Simard. Le joueur de la NHL que tu as eu le plus? Radko Gudas. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je trouve que c'est un jaune. Je trouve que, tu sais, il fait beaucoup de cheap shots, puis il se bat à peu près jamais. Puis quand il se bat, c'est contre toujours des plus petits. D'ailleurs, il était venu, il y a plusieurs années, faire un tournoi de deck hockey avec une couple de joueurs de la Ligue nationale. Il s'était fait mettre dehors parce qu'il avait fait un cheap shot à un joueur, Mathieu Ferron, on le salue d'ailleurs. Il a fait un cheap shot à un joueur dans une game. J'ai aucun respect pour ce joueur-là. Puis on a vu avec Crosby aux Olympiques. Ouais. OK. Le dernier joueur du Canadien que tu échanges? J'ai le goût de dire Lane Hudson. Qui va être plus fort, Hage ou Sarovski? Je vais dire Zarovski. Je pense qu'il y a le je ne sais quoi, là, le Star Power. Je pense qu'il y a, ouais. Oh, OK. Martin Mégoyou ou Pierre Houd? Pierre Houd. La toune des Canadiens après le but, est-ce qu'on la garde ou on ramène celle de l'oreille? Après le but, c'est encore le Colocasse? Je me rappelle plus. Non, c'est... Hey! C'est correct. I'm good. Je sais que tu es un fan de punk rock, fait que tu organises un festival de punk rock puis tu as 3 bandes.
3 bandes invités. Ouais. Ben, mon band préféré de tous les temps, c'est Rancid. Donc, Rancid, en partant. For sure. J'essaie d'en profiter pour avoir une réunion d'Operation Ivy, qui est qui a les précurseurs de Rancid. Troisième band, j'aime beaucoup Teenage Brother Rocket, qui est un band un peu méconnu. C'est du Ramones Core, c'est du pop-punk à la Ramones. Ça serait mes 3 bandes. Là. À Montréal en 2027. Ouais. Les gens qui portent des manteaux fluo au game du Canadien, est-ce que ça te gosse ou ça te gosse pas? Ben, à ce temps que je connais le backstory, je serais curieux, j'aurais pas tendance à... Ça me dérange pas tant. Ça accroche l'œil, mais en plus, avec la backstory, je suis comme, OK, I'm good avec ça. Là, je comprends. T'as 2 billets pour la Game 7 de la finale de la Coupe cette année à Montréal. Avec qui tu y vas? 2 billets? Ouais, fait que toi, tu peux inviter une personne. Là. Ben, je vais y aller avec mon ami Mathieu Roy. D'ailleurs, on fait un voyage de hockey à chaque année. Si on part dans 2 semaines, on s'en va à Buffalo, Toronto, Ottawa. On veut faire les 32 arénas de la Ligue. Donc, Toronto, Buffalo cette année. Et Ottawa, j'ai déjà fait, mais ouais. OK. Qu'est-ce qui risque d'arriver en premier aux Jeux olympiques? Du deck hockey ou du 3 contre 3? Je sais que le deck hockey, il pousse pour ça. Il milite pour que... Parce que c'est gros en Slovaquie aussi, puis dans d'autres pays. Je vais dire le deck hockey. J'ai le goût de dire ça. Genre Jeux olympiques d'été? Ouais. Ce serait quand même pas pire. C'est qui ton meilleur journaliste, reporter, insider hockey francophone? Au francophone. Aïe. Anglophone, c'est Elliot Freeman by far. Francophone, je vais dire Pierre Lebrun. Il parle français, là, ça compte comme un francophone. Ouais. Parfait. Première game des séries, Monty ou Debèche devant le net? Il y a 2 semaines, j'aurais encore dit Monty parce que, mais là, j'ai l'impression que ça s'enligne sur Debèche. Il a l'air fragile, le Monty, cette année. Là, je pensais que c'était replacé avec la game avec les Jets, contre les Jets avant la pause. La game contre les Islanders, il me fait peur. Je suis un grand défenseur de Monty, mais là, pas le choix de donner le net à Debèche. En tout cas, Marco, Colin, je vais t'appeler Guillaume, j'ai une crampe au cerveau. C'était un réel plaisir de faire une plug avant de finir? Oui, fais une plug. S'il y a des amateurs de pool de hockey, des poolers, je suis commish, j'ai créateur du plus gros pool du Pool Keeper, les pools à vie. Oui. Le plus gros pool au Québec, Keeper. Si vous voulez entrer dans le plus gros pool au Québec, faites-moi signe. On ouvre les inscriptions. Il y a 2 franchises d'expansion qu'on va pouvoir embarquer cet été. C'est un pool pour les high rollers, par exemple. Il faut que tu sois prêt à mettre du temps et de l'argent. Ça coûte combien embarquer? Ça coûte, c'est variable, je te dirais, là, mais ça coûte une coupe de 100$ là, quand même. Okay. Mais il y a 10 000$ de bourse à chaque année. On a un chalet au Mont-Saint-Anne pour le week-end où on fait notre draft. C'est commandité par Coca-Cola. C'est un gros pool. Là. Wow. Vous êtes combien d'équipes? On est 30 présentement, puis à 32, on full. Fait que, il reste 2 spots. Si vous voulez, je suis facile à trouver sur Facebook. Contactez-moi sur Facebook. Marco Normandin. Marco Normandin. C'est votre chance. OK, fait que ça, c'est comme une autre affaire d'hockey que tu fais en plus. T'es vraiment un passionné. Là. Ouais. Puis combien de temps tu mets à mettre quand t'es dans un pool keeper? Ben là, moi, je suis commish, fait que j'en mets beaucoup parce que je gère la ligue en même temps. Mais c'est ça, comme je te disais tantôt, c'est dur de départager parce que tout tourne autour du hockey dans ma vie. Fait que, c'est autant ma passion que les pools que le travail. Fait que, je mets du temps là-dedans. Je serais même pas capable je mets beaucoup d'heures, je te dis. Oh, ouais, là, je le vois. Je compte pas mes heures. Ouais. Fait que sur ça, un immense merci de m'avoir reçu. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Puis ma perception de ton travail puis de Absolument Fan a vraiment complètement changé. Puis j'espère qu'il y a une couple de monde qui vont encore plus te découvrir puis t'apprécier. Puis pour les Puck Junkies, un gros merci d'écouter le podcast. Si vous nous écoutez sur Apple, laissez un review, 5-star review, c'est toujours apprécié. Même chose sur Spotify, même chose sur YouTube. Puis passez une excellente semaine.